Pierre Dom, bonsoir une autre fois. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je me permets Merci à vous et bonsoir aux téléspectateurs. Et je me permets de te saluer, Pierre. C'est Monsieur Hassan Hiraj qui vous passe le bonjour. Oui, enchanté. Vous de même, bonsoir. Bonsoir Monsieur Pierre Dom. Tout d'abord, ma question, vous avez signé un article sur Le Monde diplomatique qui a provoqué une véritable clameur en Algérie sur la tragédie rouge des années 90, 20 ans après les massacres de la guerre civile, mémoire interdite en Algérie. Un titre prémonitoire, le pouvoir algérien vient d'interdire ce recours à la mémoire puisque cette parution du Monde diplomatique a été censurée. Vous vous y attendiez ? Alors, ce n'est pas la première fois que mes écrits bousculent, on va dire, certains discours officiels en Algérie. Vous savez peut-être que, parallèlement à mon travail de journaliste au Monde diplomatique, j'écris aussi des livres. Mon dernier livre a fait aussi parler de lui en Algérie, puisque je suis allé enquêter sur les Harkis qui sont restés en Algérie et qui vivent toujours en Algérie. Mais ce livre, Pierre, il n'a pas été censuré, ce livre. Alors, en effet, ça, ce sont je vais dire, les mystères de la censure, parce que on ne sait jamais qui prend ces décisions, à quel niveau les décisions d'interdiction sont prises, et on a toujours du mal à comprendre les motivations des gens qui interdisent les écrits. Pour revenir à cet article-là du Monde diplomatique, donc le Monde diplomatique, c'est un mensuel, c'est un supplément en quelque sorte de géopolitique du journal Le Monde. Donc on parle là du Monde diplomatique du mois d'août. Du mois d'août, oui. Qui comporte plein d'articles sur... Nous sommes plein de journalistes à aller dans le monde entier. Et donc, il y a mon article, une double page, sur l'état de la société algérienne aujourd'hui, en 2017. Alors, on va dire 20 ans après les horreurs qu'a vécu l'Algérie dans les années 90. Je dis 20 ans parce que je suis parti de ces événements particulièrement tragiques de l'été-automne 1997. Je pense donc au massacre collectif de villageois dans les petits villages de Ben Talha, de Raïs et d'autres qui se sont comme ça concentrés dans cette année 1997. Et donc là, si vous voulez, pour revenir au mystère en quelque sorte des motivations de la censure. Des gens qui interdisent des articles, c'est que là, typiquement en Algérie, le Monde diplomatique n'est pas un journal très connu, il est lu par une poignée d'intellectuels, on va dire, mais on va dire qu'il n'est pas très connu par l'ensemble de la société. Et en fait, le fait d'interdire un journal, eh bien, presque, ça lui fait de la publicité, puisque depuis plusieurs jours, tout le monde, tous les réseaux sociaux, les médias algériens parlent maintenant du monde diplomatique. Donc, c'est vrai que la logique de l'interdiction, la logique de la censure, est quelque chose qui, parfois, est un peu bizarre. On reviendra sur cette censure, Pierre Dom, mais dans votre article, on a constaté que des personnes que vous avez interrogées refusent de divulguer leur nom. Qu'est-ce que cela signifie d'après vous? Quelle explication donner à cette peur des gens à témoigner à visage découvert sur ces massacres, même 17 ans après? Alors ça, comment dire, donc, le refus de s'exprimer dans les médias à visage découvert, ça, c'est une particularité très répandue en Algérie. Vous lisez n'importe quel média algérien, c'est toujours selon une source proche du dossier ou selon une source je sais pas quoi.
en Algérie, on a l'impression que tout le monde a peur de s'exprimer dans les médias. C'est un véritable problème pour nous, les journalistes, puisque les gens ont peur. Il y a une espèce de peur diffuse. On ne sait pas ce qui peut vous arriver. Bon. En ce qui concerne mon enquête particulière donc sur l'état de la société algérienne 20 ans après cet immense traumatisme de la violence des années 90, moi, j'ai vraiment voulu rencontrer tout le monde, si vous voulez, et écouter tout le monde. Parce qu'il me semble que c'est ma mission, mon devoir de journaliste, d'aller sur le terrain, de rencontrer tout le monde et de rapporter à mes lecteurs qui sont principalement français, mais qui sont aussi dans le monde entier, puisque vous savez peut-être que le monde diplomatique est traduit tous les mois en une trentaine de langues. Et donc il est imprimé dans les pays du monde entier. Donc, bon. Et donc moi, je parle à tous ces gens qui n'habitent pas en Algérie, qui ne vont pas en Algérie, et qui se demandent, ah là là, ben oui, ça fait déjà 20 ans qu'il y a eu ces horreurs en Algérie. Bon, maintenant, ils en sont où, les Algériens? Ceux qui ont subi les massacres, et puis aussi ceux qui les ont perpétrés, et qui sont tous en prison, par exemple, ceux qui ont assassiné, ou bien, bon, les gens dans le monde entier, bah, ils connaissent pas. On reviendra, mais vous avez écrit dans le chapeau de votre article, et je vous cite, « Les lois d'amnistie et la volonté des autorités d'étouffer le souvenir de ces épisodes sanglants empêchent aujourd'hui tout un peuple de penser ses plaies. » Pourquoi, à votre avis, le régime actuel cherche-t-il à faire le silence autour de ces tragiques événements? Alors, bon, je ne veux pas donner l'impression que j'esquive vos questions. Mais je rappelle cependant que moi, mon travail principal de journaliste, c'est de décrire la situation. Et donc là, moi j'ai décrit comment, en effet, en Algérie, depuis 20 ans, le travail de mémoire, le travail de cicatrisation, le travail de surpasser le traumatisme n'a pas été accompli. Et comment, notamment, la loi de réconciliation nationale de 2005 est un échec. C'est un échec parce que ça n'a réconcilié personne. D'accord? Et au contraire, ça laisse les plaies, les souffrances ouvertes, et on met juste un chapeau dessus. Maintenant, vous me demandez pourquoi les autorités algériennes de l'époque, finalement, en 2005, ont décidé, au lieu d'offrir un espace de parole aux victimes et aux bourreaux, comme ça se fait dans un certain nombre de pays qui ont vécu aussi des grosses tragédies de ce type, pourquoi, au lieu de faire ce choix-là, le gouvernement algérien de l'époque a fait le choix inverse de dire on se tait, on ne parle de rien, et même ceux qui veulent parler risquent la prison. Bon, là, il y a naturellement une raison qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que à cette époque, le gouvernement algérien était confronté à un problème très grave, à savoir que certains éléments des forces de sécurité étaient mis en cause, elles aussi, dans des actes de violence, de torture, voire d'assassinat. Ce sont les fameuses disparitions de personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles étaient soupçonnées d'appartenir à des réseaux d'islamistes armés. Et ensuite, depuis le jour de leur arrestation, les familles n'ont plus du tout entendu parler d'elles. Et donc là, si vous voulez,
on peut imaginer qu'à cette époque, le gouvernement s'est dit, eh bien, une solution pour que nos forces de sécurité ne se retrouvent pas, elles, devant les tribunaux, de la même façon que certains terroristes islamistes armés pouvaient se retrouver devant les tribunaux, eh bien, on va dire, on n'envoie personne devant les tribunaux. Allez, on tourne la page, il n'y a plus de coupables. Donc, on reviendra sur tourner la page. Est-ce qu'on peut tourner la page de cette façon, Pierre Dom? Vous faites un constat dans votre article que le traumatisme de ces graves violences n'ont pas été soignés. Pourquoi, à votre avis? Quelle serait, d'après vous, l'approche idéale pour une vraie réconciliation et un réel retour à la légitimité populaire et une réelle démocratie en Algérie? Alors, bon, là, vous employez tout de suite des mots très grands, hein, une réelle démocratie. Bon, ce n'est pas le sujet de mon article. Moi, le sujet de mon article, c'est le début de votre phrase, hein, c'est soigner le traumatisme. Parce que, donc là, j'explique que... Soigner le traumatisme, est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers une dynamique vérité et justice, comme ça a été le cas en Afrique du Sud? Est-ce qu'elle est faisable en Algérie? Alors, la question n'est pas de savoir si c'est faisable ou non. La question, c'est... Est-ce qu'on a la volonté? Est-ce qu'il y a une volonté de le faire? Non, mais il faut le faire. Et ne pas le faire, c'est laisser le traumatisme continuer à travailler négativement la société algérienne de l'intérieur. Et là, je cite plusieurs psychologues et psychanalystes algériens qui connaissent beaucoup mieux ces mécanismes psychologiques que moi et qui sont tous d'accord avec ce que je viens de dire. Mais pour ça, et c'est peut-être là où je rejoins votre questionnement, pour cela, il y a une idée qui me semble très importante qui est exprimée par la psychanalyste Karima Lazali dans mon article, qui dit que, avant toute chose, il faut que la société algérienne accepte de prendre conscience que ces islamistes armés des années 90, que les gens appellent communément des terroristes, eh bien, ce n'étaient pas des monstres absolus qui n'ont rien à voir avec la société algérienne. Il faut commencer à intégrer l'idée que ces gens-là, qui ont en effet commis des assassinats monstrueux, ils sont issus de la société algérienne. Ils ont été produits à un moment historique par la société algérienne. Ils ne sont pas tombés du ciel. Et si vous voulez, c'est ça, une des idées fortes de mon article, et j'ai bien conscience que cette idée choque beaucoup d'Algériens, et choque beaucoup d'Algériens qui se sentent parfaitement démocrates, etc., et qui vivent avec l'idée que ces maquisards islamistes armés qui ont commis des assassinats horribles, eh bien, presque c'était pas des Algériens. C'est pas possible que ce soit des Algériens, ou bien c'était pas des êtres humains. Et bien là, quand on commence comme ça, eh bien, on ne peut pas régler le problème en profondeur. Très bien. Dernière question, Pierre Dom. De nombreux observateurs pensent que votre article n'a été censuré que pour un passage en particulier, je le cite, depuis 2013, date du dernier accident vasculaire cérébral du président Bouteflika. Les Algériens sont gouvernés par un vieux monsieur paralysé, incapable de parler et de marcher. Fin de citation. Vous avez eu conscience qu'en disant cela sur le monde diplomatique, vous avez transgressé un tabou? Alors, sincèrement,
c'est vrai que certains observateurs pensent que c'est à cause de cela que l'article est censuré, mais d'autres observateurs pensent que c'est à cause d'un autre passage, celui où je donne les chiffres des indemnisations d'un côté des familles d'islamistes armés qui ont été tués par les forces de l'ordre, et de l'autre, le montant des indemnisations des familles dont un membre a été assassiné par des islamistes armés. Et je montre que, finalement, les familles des islamistes armés ont obtenu plus d'argent que les familles des victimes de ces islamistes. Bon. Donc, les analyses divergent, et à nouveau, dans les cas de censure, c'est très compliqué de savoir qui a pris la décision de censurer et pour quelles raisons. Alors, est-ce que c'est pour ce passage-là? Est-ce que c'est pour un autre passage? Est-ce que c'est parce que, justement, j'explique que ces islamistes armés ne sont pas des monstres venus d'une planète Mars, mais ce sont des produits de la société algérienne? Bon, il y a beaucoup de raisons possibles. Y compris celles que j'ai citées. Oui, mais ceci dit, bon, voilà, vous parlez d'un tabou. Moi, je vois les caricatures de Dilemme dans le quotidien Liberté, ou bien des caricatures dans El Watan. On voit souvent le président en Bouteflika sur une chaise roulante. C'est à la fois un sujet, alors certes un peu sensible, en même temps, ça fait partie du quotidien des Algériens. Merci, Monsieur Pierre Dom. Merci beaucoup d'avoir accepté à répondre à ces questions. Merci. ثنمثيك مس بيير دوم ذا نغمس جورناليست يكتبن يعني الارتيكل ديال الموند دبلوماتي